Salut, c'est Médématique. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul parce que pour les Jeux paralympiques, pour la communion des peuples, tout ça, on a invité plusieurs peuples finalement, puisqu'on a la France représentée par moi-même, on a aussi la Belgique représentée par Noah. Salut Noah, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Eh ben génial. Et on a aussi le Canada représenté par Pictou. Yes sir. Salut Médéric, ça va bien? Eh ben ma foi, ça va plutôt pas mal. Donc Pictou, t'es canadien, c'est ça hein? Yes sir, exactement. Tu sais que t'es censé m'engueuler. Oui, ça me fait un peu Ah bizarre. oui, merde. Pictou, alors t'es canadien, c'est ça? Non, je suis québécois. Oh, C'est pas la même chose. l'engueule. Oh, comment il m'engueule, il m'a remis à ma place là. Oh, je suis choqué. Pourtant, avec ton accent, on a l'impression que t'es russe. Enfin, je sais pas. Petit disclaimer, vous allez voir qu'au fil de ma vidéo, mon énergie se dissipe, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a tourné ça pendant la grosse période caniculaire, il faisait littéralement 35 degrés dans mon studio de tournage. La deuxième raison, c'est que mon réseau Wi-Fi était tellement aléatoire qu'il y a eu plusieurs coupures pendant le tournage, ça m'a saoulé, bref. Au-delà de ça, on a passé quand même un super moment, et j'espère que vous allez aussi en passer un en regardant cette vidéo. Si Pictou, truc intéressant quand même à rappeler à nos abonnés, c'est qu'on a fait un petit épisode de test tous les deux, un épisode pilote, hein. C'est pas du tout parce que l'enregistrement de mon PC n'a pas fonctionné. Du coup, Ah, ça fait chier ça. ce concept, tu le connais un peu, mais Noah était pas là, donc on a attendu que Noah soit dispo pour tourner ça tous les trois. Le concept, c'est de se promener sur Wikipédia, sur le Wikipédia scientifique, de mathématiques principalement, et puis on va réagir tout simplement à ce qu'on trouve. Hein. J'ai hâte de voir le moment où on va voir le théorème de Médéco. Ln de A, Ln de B ou Ln de A plus B. D'ailleurs, ça fait une fractale, t'as vu, c'est trop marrant. Qu'est-ce qu'il y a au bout en fait? Regardez, Eh, là, vas-y, t'as vu. fais des motifs, fais des motifs. Wow. Attendez. Hop là. Vous voyez quand ça Wow. s'ouvre, ça. Donc le concept, c'est se promener sur Wikipédia, on va réagir à ce qu'on voit, on va apprendre des choses et ça c'est quand même génial. Pourquoi ce concept? Tout simplement parce que j'ai découvert que j'avais un onglet mathématiques ici avec plein d'articles Wikipédia que je mets en favori en fait, que je conserve pour les lire plus tard depuis 3 ans. Donc je me suis dit il va falloir peut-être un peu les lire du coup ces articles, donc je vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec vous. Alors c'est parti Noah, tiens puisque t'es nouveau dans ce concept, c'est toi qui vas choisir le premier article qu'on va visiter. Dans Alors, on va prendre les nombres pratiques. Ah, les nombres pratiques. ça, te dit On l'avait déjà fait. ça te dit quelque chose, Pictou? C'est un peu marrant. Merde. Les gars, vous allez pas me croire, j'ai quitté l'onglet. J'ai littéralement fermé l'onglet. Ouais, du coup, nombre pratique, on a été un peu spoilé, Pictou, dans cet épisode de test qu'on a tourné ensemble. Ouais, on a été spoilé un peu. Mais Bernard, c'est pas c'est quoi. Donc, nombre pratique, en vrai, c'est marrant parce que ça fait le lien entre une somme et puis des diviseurs. C'est un peu bizarre parce qu'en général, quand on parle de diviseurs, on a plus les notions de produits, de trucs comme ça. Et là, c'est vraiment des sommes. Un nombre est pratique quand, en gros, tous les nombres entre 1 et ce nombre, tu peux les obtenir comme une somme de diviseurs du nombre. C'est pas clair du tout, mais par exemple, 8 c'est diviseur, c'est 1, 2, 4, 8. Bah, tous les nombres entre 1 et 8, tu peux les obtenir par somme. Par exemple, 3, c'est 2 plus 1. Et 2 et 1, c'est des diviseurs. Noah, question pour toi. À part 2, existe-t-il un nombre premier qui est pratique? Attends, faut que je réfléchisse un peu. 143 de QI! Comment tu sais? Ah, mais un nombre premier ne peut pas être pratique. T'additionnes ce nombre-là avec 1. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que tu peux juste obtenir ce nombre-là plus 1. Ça ne peut pas être pratique. Sauf 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais. Bah, c'est à peu près tout, je pense. Hein. Attends, c'est quoi la démonstration? Il y avait un truc qui avait l'air intéressant. Là, alors c'est une caractérisation. Stewart et Sierpinski ont démontré. Ah, Sierpinski, vous vous rappelez le triangle de Sierpinski? Ouais, le triangle de Sierpinski. Tu connais Noah? Ouais. Le fractaliste. Ça, je l'ai codé sur Scratch, le triangle de Sierpinski. Il y a un algorithme super simple en fait pour le générer. En fait, c'est juste un point qui se déplace. Il prend un segment, il prend sa position initiale, le point, et il prend le milieu de ce segment et il fait ça plein de fois de façon aléatoire en choisissant un sommet différent à chaque fois, enfin un sommet aléatoire du Ah triangle. ouais. Et ça génère le triangle de Sierpinski. Et c'est mieux de le coder en Python parce que Scratch c'est trop simple. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Stewart et Sierpinski, ils ont démontré qu'un entier n plus grand que 1 strictement est pratique si et seulement si sa décomposition en facteur premier s'écrit sous cette forme-là. Et puis en plus, il y a une fonction sigma qui est introduite. Oh là 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 là. Sigma, c'est la somme des diviseurs. Ouais, en fait, c'est une caractérisation, mais qui est tout aussi compliquée à manipuler, quoi. En fait, Ouais, c'est nul. En C'est fait- à chier, le... autant vérifier à la main, quoi. Là, Ouais, pour le coup, là. Du coup, on ne donne aucune dédicace à Sierpinski parce que sa démo c'est de la grosse merde. ah mais c'est une fraude. En effet. Sierpinski, c'est une fraude. Exact, c'est une fraude. Vas-y, alors est-ce qu'il y a un truc qui vous intéresse, là, un lien cliquable sur la page, ou alors on... Vas-y, moi je veux choisir.
Vas-y. Ouais, c'est à monsieur Char de choisir, Lou. Ok, vous savez que les nombres surréels. Ah, c'est Ça, j'ai incroyable. peur. Ça, c'est une dinguerie. Ça, je Ouais, connais, ça, c'est une vraie dinguerie. insane. C'est vraiment insane. Yo! Man, ça fait des fractales, c'est bien hot. Si tu prends les nombres réels, mais tu rajoutes aussi des nombres infiniment grands et des nombres infiniment petits. Ouais, j'ai déjà essayé de créer des nombres de ce genre-là, puis j'obtenais des trucs genre 0 égale 1, donc c'était vraiment Ah ouais, dégueulasse. ça c'est embêtant. Donc j'ai vite jeté ça à la poubelle parce que c'était horrible. c'est stylé, ça. Ouais, c'est ultra stylé. Tu peux, Les tu graphes peux sont tout faire stylés. avec. Tu peux prendre des puissances de ces nombres, genre oméga carré, racine de oméga. Tu peux faire plein de trucs avec. C'est une dinguerie. Ah, C'est- tu peux faire racine de oméga. Ouais, mais en fait, je crois que tu peux le voir même comme un corps. Est-ce que c'est... Oui, bah c'est ça, ça définit une structure de corps. Parce qu'en fait, en plus de prendre les nombres transfinis, c'est-à-dire les ordinaux infinis, tu vois, les oméga, oméga carré, etc., tu prends aussi leurs inverses. Donc l'inverse de oméga, vu qu'oméga c'est un nombre infiniment grand, l'inverse de oméga c'est un nombre qui est infiniment petit. C'est epsilon, du coup, tu le notes epsilon. Par contre, c'est un peu des fraudes parce Ouais, qu'ils n'utilisent pas le var epsilon de la tech, ils utilisent le epsilon normaux. Ils sont Ouais, pas... c'est ça, c'est encore une Oh, fraude, il y a ouais. que des fraudes en fait. Ouais, il y a rien que ça. Et ouais, du coup, ils expliquent un peu comment les construire, parce que la construction est pas vraiment très simple. Hein. En théorie des ensembles... Ouais, il faut que tu construises l'ensemble. Moi, tu sais ce que j'avais fait au départ. Ouais. En fait, j'avais juste considéré l'ensemble de tous les nombres plus grands que tous les nombres réels. Ah oui, ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, ben, avec des tours de passe-passe, j'ai comme montré que si tu fais 1 divisé par l'un de ces nombres de cet ensemble-là, ça fait 0. Du coup, à partir de là, ça part en couille. Parce que si je fais 0 multiplié par n'importe quel nombre de cet ensemble-là, ben, c'est comme pas défini. Fait. Parce que du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça fait pas 0, c'est que ça fait epsilon, quoi. Epsilon, c'est un nombre infiniment Ouais. petit. Enfin, c'est un Ouais, infinitésimal. ben, ils doivent utiliser l'action du choix, ça c'est sûr. En fait, ils utilisent une récurrence transfinie. Est-ce qu'ils utilisent l'axiome du choix? Non. Mais ouais, je trouve ça assez incroyable. Ça permet de se passer, par exemple, des limites. C'est-à-dire que plutôt que de travailler avec des limites, tu travailles avec ces nombres-là. Oui, Genre, exactement. la limite pour x qui tend vers plus l'infini, c'est plus... Enfin, c'est plus une limite, c'est plus l'infini. En fait, ce nombre-là, tu l'appelles oméga. Et puis après, tu manipules les limites avec ça, quoi. Oui, mais c'est exactement ça que je voulais faire à la base. Je voulais juste me débarrasser des limites parce que je trouvais que c'était chiant d'écrire limite quand x tend vers l'infini. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'axiome du choix? Non. Noah, t'es pour ou t'es contre? Bah, c'est aux commentaires de décider, c'est pas moi. Moi, je suis personnellement pour, même s'il a un aspect un peu paradoxal. Notamment avec le théorème de Banach-Tarski. Bah, en fait, l'axiome du choix, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être pour ou contre. Je pense que ça sera dans ma série épistémologique, ça. Mais en gros, tout dépend de ce que tu veux faire. Si t'en as pas besoin, tu le prends pas. Si t'en as besoin, tu peux dire que ton théorème est vrai, mais uniquement par l'axiome du choix. Tu vois, il n'y a aucun mathématicien, je pense, qui refuse l'axiome du choix dans quel que soit le travail qu'il exécute, en fait. Certains vont essayer de s'en passer, ils vont essayer de trouver une façon, on va dire, constructiviste, en fait, de s'en passer. Enfin, c'est les mathématiciens constructivistes, principalement, qui l'utilisent pas. Maintenant qu'on a vu les nombres surréels, c'est au tour de Noah de décider d'un Yes, sir, Noah. Laisse-moi lire un peu tes trucs, Lou. Ah bah voilà, un groupe simple, pour rester dans le thème de hier. Un groupe simple, c'est un groupe non trivial qui ne possède pas de sous-groupe distingué autre que lui-même et son sous-groupe trivial. Le problème, c'est que pour Rien comprendre compris. ça, faut déjà comprendre les sous-groupes distingués. C'est compliqué. Ah, c'est con, ça. Bah, c'est con, hein. Bah, du coup, vas-y, on va aller voir. Mais j'en ai fait un peu cette année en L3, c'est pas incroyable. En fait, c'est un sous-groupe distingué ou un sous-groupe normal, c'est pareil. Ou sous-groupe invariant, ça je connaissais pas. C'est un sous-groupe... Ah ouais, mais du coup, Noah, tu connais pas les sous-groupes, j'ai pas parlé des sous-groupes. Bah, en gros, c'est juste un groupe qui est inclus dans ton groupe de départ. Après, il faut aussi qu'il ait le même élément neutre. Si l'élément neutre, c'est pas le même, ça marche pas. Mais ouais, les groupes distingués, ça c'est de la théorie des groupes un peu... Je pense pas que ce soit une excellente idée de développer ça là comme ça, mais je pense que le plus simple de le comprendre, c'est cette relation-là. Et ça, cette application-là est commutative. Bah, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est distingué quand l'opération entre un élément de G et H lui-même, que si tu composes à gauche ou à droite, ça te donne le même ensemble image. Et du coup, un groupe simple, c'est un groupe qui n'a pas de sous-groupe distingué autre que lui-même. Et son sous-groupe trivial aussi. Est-ce que tu connais un exemple de groupe simple? Bah, il y en a là, mais à chaque fois, c'est des trucs... SO3R. Ça, c'est typiquement ce que Claude envoyait hier dans le chat. Ah oui, Voilà. clairement. Ah non, lui, il nous en
enchaîner. Vas-y, on passe à un autre article, là, ça me dégoûte. Ça. Ok, je vais choisir. Ensemble flou. Ah, c'est incroyable ça. Et il y a logique flou aussi. Ça, c'est une vraie dinguerie. C'est un trou noir l'affaire, what the fuck. En gros, un ensemble flou, c'est un ensemble avec des éléments, mais qui ont un degré d'appartenance à l'ensemble. Genre, ils appartiennent pas forcément à 100% à l'ensemble, tu vois. Ils appartiennent à l'ensemble, mais entre 0 et 1, quoi. Ok, je viens de saisir l'idée, en fait. En fait, ça se rattache à de la logique floue. La logique floue, il y a une notion de partiellement vrai et partiellement faux. En Ouais, fait, c'est ça. en fait, le truc, c'est que t'as un cadre, ok? À certains moments dans ce cadre-là, ça va être vrai et à d'autres moments, ça va être faux. Mais c'est cool, en vrai, parce que ça généralise un peu plus la vie courante, je trouve, en termes de vérité mathématique. Là. Carrément. Puis même les opérateurs logiques en logique floue, en vrai, ils sont incroyables. Déjà que j'aime bien la logique booléenne, je trouve que la logique floue, ça apporte vraiment un charme supplémentaire que je trouve vraiment incroyable. Mais Je trouve que ça s'attache beaucoup plus à nos types de réflexion. on est rarement sûr à 100% dans la vie de quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce qu'il existe une logique non booléenne? Ouais, bah t'as plein de types de logiques. T'as des logiques, par exemple, la logique floue, c'est pas une logique booléenne, mais t'as des logiques temporelles aussi, en mode après, avant, tu vois, une logique qui formalise ces notions de après, avant, tant que. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une logique qui traite du vrai, du faux et d'une autre valeur de vérité à côté? C'est le cas, justement, si t'as pas le tiers exclu. Est-ce que tu peux faire ça avec une quatrième valeur de vérité? Ça, je sais pas. Moi, c'est une idée que j'ai eue quand j'ai fait mon cours en logique booléenne. Mon cours de maths discrète. Et là, tu vois, par exemple, la logique temporelle, tu vois, ça formalise la notion de demain, immédiatement, un jour, toujours, jusqu'à. C'est bien hot. Et ça te parle, Noah, la logique booléenne? Pas du tout. Moi, tout ce qui est logique, je connais pas trop. Ouais, mais justement, genre, tu sais faire des démonstrations, toi. Ah, j'ai déjà vu un peu de logique pour faire des démonstrations quand même lisibles, mais... La logique booléenne, c'est surtout 0 ou 1 avec des valeurs de vérité. Genre, chaque proposition possède une valeur de vérité. Et tu peux faire des calculs de propositions. Enfin, c'est le calcul propositionnel. C'est assez complexe. Ah, j'ai adoré cette partie de mon cours de maths discrète. Ah bah c'est bien, alors on est enfin d'accord sur un truc en maths, tous les deux. Ah oui, ça c'est... C'est cool parce que c'est aussi beaucoup utilisé en informatique. Ouais, carrément. Ben moi, c'est en cours d'informatique qu'on a vu ça. C'est à qui de choisir. Que Noah, c'est à toi. Ah, pi, c'est bien pi. Pi. Il y a tellement de trucs qui passent, genre concativité de Dirichlet, je crois. Ouais, c'est ça. Écoute, ça. Non, mais puis après, il y a des trucs sûrement intéressants si je descends. Ah, il y a peut-être les fractions continues. Ah voilà. Tu vois, c'est ça que... Saviez-vous que pi est le nombre qui m'a inspiré pour faire des mathématiques? Ah ouais. Bah oui, il y a même pi dans ton nom. Ouais. Alors, mais moi, écoute, je suis en 2e secondaire. Là, à l'école, ils me montrent comment calculer l'aire d'un cercle. Là, je vois le nombre pi, je fais what the fuck, d'où c'est que ça sort. Là, je m'intéresse à ça, puis je me rends compte que c'était fucking intéressant. Puis j'ai commencé à développer une passion pour ça. On va parler de fractions continues maintenant. Mais toi, c'est quoi, Noah, qui te passionne dans les maths? Oh, tout. Ah bah, Ouais, bon, c'est tout. clair. En fait, du moment où ça pousse à te questionner, ça ressemble un peu comme un jeu de blocs Lego où t'assembles les pièces entre elles pour construire quelque chose. Genre. Du moment où c'est comme ça, moi, je vais aimer ça. Alors ouais, fraction continue pour le nombre pi, genre c'est une façon de calculer le nombre pi, ça je trouve ça incroyable. Ouais, il y a un théorème de Lagrange aussi. Je crois que ce théorème-là dit que ces fractions continues-là font des approximations et c'est les meilleures qu'on puisse avoir. Ouais, carrément, parce que ça converge vite, il me semble. Les fractions continues, j'en ai fait beaucoup il y a 3 ans. J'en ai fait avec les racines carrées et j'ai essayé avec racine carrée de -1. Fun fact, j'ai juste obtenu un truc du genre 1 plus 1 sur 0. Ok. Donc, non, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. bah oui. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant en fait de me dire, putain, mais what the fuck, genre, I à quel moment c'est relié avec l'infini? Bah. Oh, c'est incroyable, ça regarde. Pictou, ça te concerne. Là. Un lac du Canada situé au Québec dans le territoire canadien de rivière aux Outardes. 3.1416. Aïe, c'est bien hot. C'est approximation, c'est pas bien. Une tradition anglo-saxonne veut que l'on fête l'anniversaire de Pi dans certains départements mathématiques des universités le 14 mars. Le 14 mars, qui est noté 3.14 en notation américaine, est donc appelé la journée de Pi. Vous savez qu'il y a aussi une controverse, c'est le 28 juin, on fête le jour de Tau, où en gros Tau c'est 2 fois pi. Ah, non, mais eux, c'est des fraudes.
fraude, je suis désolé, mais gardez Pi. Genre, Pi, c'est la base. Il n'y a pas de. Bah Tout, ouais. c'est une fraude, là. C'est déjà la 3e fraude qu'on trouve là. On s'en fout de tout, là. Théorie naïve des ensembles. Hey, le nom, ça a juste l'air insane. Oh le pavé. Genre, c'est une théorie des ensembles, mais elle est un peu naïve, tu sais. C'est-à-dire, on peut lui faire croire n'importe quoi, puis elle va le gober. J'en ai parlé dans mon cours d'histoire des maths quand j'ai fait un cours sur la théorie des ensembles. En gros, Cantor, quand il a défini sa théorie des ensembles, elle marchait pas. Genre, il a essayé de faire un truc, mais ça marchait pas. Il a dit en gros que, il a dit qu'il y avait un ensemble de tous les ensembles, ce qui est complètement faux, parce que si tu supposes ça, ça crée un paradoxe. Je crois que si tu peux ça, tu peux aussi construire l'ensemble, les ensembles qui ne se contiennent pas, et puis. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est le paradoxe de Russell, mais t'en as plein d'autres. Il y en a Ouais. qui sont donnés, genre le paradoxe de Richard, de Berry. La théorie naïve des ensembles, en fait, il y en a plusieurs. Il y a aussi celle de Frege, il me semble. T'as celle de Cantor et celle de Frege qui sont pas exactement pareilles, mais en gros, c'est juste des théories qu'on apprend comme ça pour les enseigner, si on veut. C'est pour comprendre justement qu'est-ce qui marche pas, et c'est un peu une théorie un peu éducative, quoi. Donc c'est fait pour les gens naïfs comme nous. Ah, Ouais, c'est voilà, cool, ouais. c'est cool. Mais je ferai une vidéo sur la théorie des ensembles. Je ferai une vidéo complète là-dessus, sur l'histoire de la théorie des ensembles, et je parlerai de tout ça, je pense. Ah, t'en as pas déjà fait une? J'ai fait une série sur la théorie des ensembles, mais une nouvelle théorie que je crée avec une notion de profondeur. Mais j'ai fait une pause là dans cette série parce que il y avait trop de choses à dire, je me perdais dans les épisodes là. Ouais, sinon Noah, je voulais quand même te montrer un truc qu'on avait vu avec Pictou l'autre jour, c'était antilogarithme, tu te rappelles? Oh putain, c'est quoi ça? En gros, l'antilogarithme, c'est juste la fonction exponentielle, quoi. Oh mais c'est une fraude ça. C'est une fraude monumentale. Oh la grosse fraude. Ah oui, C'est c'est de la grosse incroyable. merde. En vrai, je pense que j'ai compris pourquoi on appelait ça différemment aussi. C'est parce que quand on parle d'antilogarithme, c'est surtout pour insister sur la construction de l'exponentielle en disant là, on construit l'exponentielle comme la réciproque du logarithme. Parce que historiquement, c'est le logarithme qui a été construit avant l'exponentielle. Et de toute façon, l'antilogarithme, c'est un trou de cul. T'as pas le même charisme qu'Axel Arnaud. De toute façon, mais direct, t'es un trou de cul. Eh oui, puis c'est défini dans n'importe quelle base. J'ai parlé de la fonction exponentielle, mais bien sûr, tu peux faire ça dans n'importe quelle base. Ouais. Wow. Non, je suis désolé, mais à partir du moment où ta fonction possède plus de 3 lettres, ce n'est pas une fonction. L'arctangente en PLS. L'arctangente, tu l'écris tangente moins 1 de x. Ça devrait être dans la définition d'une fonction. Une fonction est un type de relation. Pour que ce soit une fonction, son nom doit être composé de seulement 3 lettres ou moins. Ah ouais. Voilà, ça c'est un critère. Ça peut être 2,5 lettres, genre t'as pas précisé que ça devait être un nombre entier de lettres. Bah oui, ça doit être un nombre entier. Un nombre entier, genre moins 1 ou 0, ça marche alors. Bah oui. Faut être rigoureux, Genre pour ce qui est du PGCD, Mais GCD c'est bon. on invente un symbole. Il existe déjà, Ok, c'est dans... le symbole à la place de PGCD, là? Pictou, on l'a vu avec les treillis. On avait vu ça où t'avais, ces symboles-là, c'est le symbole du chevron, le petit chevron. Ah, c'est équivalent au PGCD, ça? Ouais, ça c'est le PGCD dans le treillis où tu considères le PGCD et le PPCM. Ça, c'est un et en logique booléenne ou... En fait, c'est l'intérêt d'utiliser ça, c'est parce que, effectivement, en logique booléenne, la conjonction ou même le PGCD, en fait, ça a le même sens dans les treillis. C'est-à-dire que à chaque fois, ça désigne la borne 1. Ah, en gros, c'est juste un symbole différent pour remplacer PGCD, parce que les gens, quand ils utilisent PGCD, moi, ça me met en... Je vais pas dire de mauvais mots, mais... Enfin, tu as envie de vomir, quoi. Ouais, j'ai envie de vomir, exactement. Finalement, tout ça, ça fait une belle petite conclusion. Yes. C'est la fin de ce concept absolument incroyable, du moins du premier épisode de ce concept, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Que là, il y a plein d'articles encore dans mes favoris qui traînent, donc il y a de quoi faire, il y a de la matière, ça c'est sûr. Merci Noah et Pictou d'avoir participé. Écoute, ça fait plaisir. On a appris plein de trucs. On va se coucher moins bête ce soir. Merci d'avoir participé, j'espère que ça vous a plu, et puis une prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Allez, à la prochaine, salut. Salut.